On aurait dans la bande de Gaza actuellement plus de 70 000 morts directs, dont 70% de femmes et d'enfants. On parle bien des morts directes, donc comme ça a été dit tout à l'heure, ça ne comptabilise pas les morts indirectes, et notamment d'ailleurs les morts dues à la famine, qui ne sont pas comptabilisées dans ce chiffre-là. 170 000 blessés, dont 45 000 enfants, et une situation qui perdure malgré le pseudo-cessez-le-feu, puisque de cessez-le-feu, il n'en a que le nom. Vous savez que depuis ce cessez-le-feu, on a plus de 300 victimes, dont là encore une bonne proportion d'enfants. Et pour ce qui est de la famine, on a des estimations très récentes qui nous montrent qu'on a, au bas mot, 640 000 personnes dans la bande de Gaza exposées à une famine aiguë, et on a d'autres indicateurs qui nous permettent d'en attester. Par exemple, si on regarde le nombre d'enfants admis dans des structures hospitalières ou tout du moins médicales, on a à peu près 23-24% de ces enfants qui sont en situation de malnutrition aiguë. Et on a aussi des données concernant les mères enceintes ou en situation d'allaitement qui, pour plus de 40% d'entre elles, sont également victimes d'une malnutrition aiguë. Donc la famine perdure. La famine perdure à Gaza, et vous savez que certes, on a eu une période pendant laquelle toute entrée d'aide humanitaire était bloquée dans la bande de Gaza. C'était entre mars et mai 2025. Depuis, il y a de l'aide humanitaire qui entre, mais de manière totalement sous-calibrée par rapport aux besoins de la population, ce qui donne lieu à la continuation de cette situation de famine. Alors, si je fais le pont entre ces données-là et la question juridique, souvent, dans le débat public, et notamment de la part du ministère des Affaires étrangères, on entend parler au sujet de cette situation de catastrophe humanitaire. Alors effectivement, c'est une catastrophe humanitaire, mais ce n'est pas que ça. Parce que parler de catastrophe humanitaire, ça vient taire la cause de cette catastrophe humanitaire, et pour identifier cette cause, il faut essentiellement passer par des données juridiques qui sont des données criminelles. On doit parler de crimes en lien avec ces situations de famine, et il y a en vérité 3 qualifications pénales qu'on peut mobiliser si on regarde le statut de Rome, c'est-à-dire le statut qui prévoit la compétence de la Cour pénale internationale. La première qualification, elle a déjà en quelque sorte été retenue par la Cour pénale internationale quand elle a émis des mandats d'arrêt le 21 novembre 2024 contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. C'est la qualification de crime de guerre, puisque le fait d'affamer une population dans le cadre d'une guerre telle qu'elle est menée actuellement, c'est effectivement un crime de guerre. Il y a une autre qualification qu'on peut mobiliser, c'est celle de crime contre l'humanité, et plus précisément de crime contre l'humanité commis sous la forme d'une extermination, puisque le statut de la Cour pénale internationale prévoit que le fait d'avoir une politique où on calcule finalement la privation de ressources d'une population aux fins d'entraîner sa destruction doit être analysé également comme un crime contre l'humanité lorsque ça intervient dans le cadre d'une attaque systématique ou généralisée contre une population. Pour l'instant, la Cour pénale internationale n'a pas émis de mandat d'arrêt de ce chef, c'est-à-dire qu'elle a émis des mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité, mais sans viser la qualification d'extermination. Mais bien entendu, c'est réversible. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale pourra, à terme, et on l'espère en tout cas au niveau de notre association, retenir justement cette qualification d'extermination en tant que crime contre l'humanité. Et enfin, bien évidemment, il nous semble, au sein de notre association, que cette famine orchestrée, organisée, calculée, planifiée, est également un moyen de commettre par l'armée israélienne et par les dirigeants israéliens un crime de génocide. Pourquoi ? Parce que cette qualification de génocide, elle est précisément définie, là encore, par le statut de la Cour pénale internationale qui reprend la définition donnée dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et le génocide est défini de la manière suivante, c'est une série d'actes graves, donc ça va être des meurtres, ça va être des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique, ça va être soumettre une population à des conditions d'existence de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle, et ça va être également les transferts d'enfants. Tout ça, ou ne serait-ce que l'un seul de ces actes, réalisé avec l'intention de détruire tout ou partie de la population, je dis bien tout ou partie, sur une base nationale, raciale, ethnique ou religieuse. Il se trouve que cette qualification, elle est étayée par à la fois de nombreuses décisions rendues au niveau international et par de nombreuses ONG. Vous savez tous que dès le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice a admis qu'il y avait un risque plausible de génocide dans la bande de Gaza, a demandé à 3 reprises à Israël de mettre en place des mesures conservatoires pour faire cesser ce risque, mesures conservatoires qu'Israël n'a absolument pas respectées.